Bonjour, je suis Emmanuelle Alabi, fondatrice du cabinet Alabi et Associés. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une situation que nous vivons de plus en plus souvent avec nos clients. Vous avez une demande d'immigration à faire, un regroupement familial, un permis unique, un renouvellement de séjour, et vous vous dites, bon, un avocat, c'est cher, je vais me débrouiller. Et sincèrement, on entend. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller sur Google, vous allez poser la question sur un forum ou bien peut-être sur un groupe Facebook. Vous allez peut-être aussi demander à ChatGPT ou à Perplexity, ou en tout cas à une IA. Vous allez consulter le site de l'ambassade, de l'Office des étrangers, peut-être même vous rendre à la commune pour demander des informations. Et vous allez vous retrouver avec une liste de documents. Nickel. Vous cochez tout, vous envoyez, vous introduisez le dossier par vous-même, et puis là, refus. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, parce que ces listes, celles des communes, des ambassades, des sites officiels, des blogs, des forums, ce sont des listes génériques. Ce sont les documents de base, le minimum. Et en soi, ce minimum est tout à fait correct. Mais votre situation, elle n'est jamais générique. Je vous donne un exemple concret. En regroupement familial, si vous êtes indépendant, beaucoup de gens se contentent de joindre uniquement leurs extraits de compte ou encore quelques factures pour prouver leurs revenus. Sauf que ça ne permet pas à l'Office des étrangers de comprendre combien vous gagnez réellement. Et si l'administration ne comprend pas, eh bien, elle refuse. Même chose en permis unique. En fonction du profil du candidat, du type d'activité, de la société, il y a souvent bien plus de documents à fournir que ceux qu'on trouve sur les sites officiels. Et le pire, c'est que parfois l'administration elle-même vous envoie un courrier pour demander des documents complémentaires. Sauf que elle vous donne des délais qui sont très courts, c'est généralement 10 jours, 15 jours, un mois quand vous avez de la chance. Mais si vous êtes en vacances, si vous ne recevez pas le courrier à temps, si vous envoyez un document incomplet, eh bien c'est terminé et vous recevez un refus. Alors nous ne sommes pas là pour vous faire la leçon. Vous avez tout à fait le droit de préparer votre dossier par vous-même et dans certains cas, c'est parfait et ça passe tout seul. Mais nous voulons juste que vous sachiez, que vous soyez conscient d'une chose. Vous pouvez prendre notre note de consultation, vous pouvez la mettre dans ChatGPT, la donner à quelqu'un qui s'y connaît un peu, peut-être que ça va fonctionner. Mais cette personne-là n'aura probablement pas 25 ans d'expérience en immigration. Et 25 ans d'expérience, vous savez ce que c'est? C'est 25 ans de décisions positives, ça c'est sûr, mais c'est aussi 25 ans de refus. 25 ans à observer jour après jour l'administration changer ses pratiques, resserrer ses critères, à repérer exactement les points sur lesquels elle va tiquer. Ça se trouve sur aucun forum, même pas sur ChatGPT, parce que c'est de la pure pratique administrative. C'est l'interprétation que l'administration fait de la loi au quotidien. Et ça, seul un avocat qui gère des dossiers dans ce domaine tous les jours, des acceptations comme des refus, peut le maîtriser. Ensuite, il y a autre chose qu'on sous-estime énormément. Quand l'administration reçoit un dossier avec un courrier sur papier en tête d'un avocat spécialisé, elle sait à qui elle a affaire. Elle sait que l'argumentation est sérieuse, elle sait qu'elle a une obligation de motivation et elle sait que ce cabinet connaît les droits. Puis en plus, il n'y a rien à faire, mais il y a cette relation qu'on construit avec les administrations au fil des années. Une relation de respect, de courtoisie, de professionnalisme. Et ça compte. Ça compte énormément. Et puis, enfin, il y a les communes et les ambassades. Les personnes qui y travaillent sont souvent de très bonne volonté, mais ce ne sont souvent pas des juristes. Ce sont des guichets, ils reçoivent des centaines de dossiers par semaine, ils notifient des décisions, mais ce ne sont pas eux qui les prennent. Et parfois, et ça me fend le cœur quand je vois ça, c'est qu'ils induisent les gens en erreur sur des délais ou des documents. Ils communiquent une date qui est déjà trop tardive. Et la personne, en toute bonne foi, dépose son dossier dans les temps, sauf que non, elle n'est pas dans les temps. Et ce dossier finit par être rejeté. Alors, faire appel à un avocat spécialisé, c'est quoi concrètement? Alors déjà, c'est s'assurer que les délais sont respectés, que le dossier est complet dès le départ, que les arguments sont adaptés à votre situation spécifique, que votre dossier arrive au bon département, qu'il ne tombe pas aux oubliettes et surtout qu'il est traité dans des délais raisonnables. En fait, c'est mettre toutes les chances de votre côté parce que, et ça c'est vraiment important, quand il y a un refus, c'est beaucoup plus compliqué de repartir de zéro. On perd du temps, on perd de l'argent et le deuxième dossier est toujours plus difficile que le premier. Alors oui, un avocat, c'est un investissement. Mais un refus, croyez-moi, ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est beaucoup plus difficile de rattraper un dossier qui a été mal introduit dès le départ que de préparer un bon dossier dès le début. Si vous avez des questions,
nous sommes là et nous serons ravis de partager notre expertise et nos relations privilégiées avec les administrations pour que votre dossier aboutisse comme il le mérite.